Bonsoir, chers tous. Je suis Madame Kouadio, sage-femme spécialiste, inspecteur de soins. Je suis surveillante d'unité de soins aussi. Je suis enseignante à l'INFA d'Abidjan. Alors, j'avais commencé le cours sur le concept de santé sexuelle de la reproduction. Le deuxième cours va s'articuler sur le concept de la planification familiale. L'objectif général, c'est s'approprier le concept de planification familiale pour la pratique professionnelle. Plus spécifiquement, appréhender les mouvements migratoires et leur effet sur la population, énoncer les principaux indicateurs démographiques utilisés en SSRPF, définir le concept de la planification familiale, citer les avantages et les bienfaits de la planification familiale. Aussi, énumérer les obstacles à la planification familiale, citer les composantes de la planification familiale en Côte d'Ivoire et citer les différentes méthodes contraceptives en Côte d'Ivoire. La dynamique de la population, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des facteurs qui influent sur l'augmentation et la diminution de la population. Dans plusieurs pays, nous pouvons noter les mouvements externes et internes. Il y a deux types de mouvements. Il y a les mouvements donc internes et les mouvements externes. Les mouvements externes vont concerner la migration, l'émigration et l'immigration. Qu'est-ce que la migration? C'est le déplacement de la population. Plus exactement, c'est le franchissement d'une frontière particulière par les personnes cherchant à établir une résidence. Donc, quand je quitte ici, je m'en vais au Togo, j'ai franchi une frontière. L'émigration, c'est le départ d'une population qui quitte sa région d'origine pour une autre. Je quitte Tengrela, je viens à Pondougou, je fais une émigration. L'immigration, c'est l'arrivée d'une population dans une région donnée, autre que sa région d'origine. Nous avons les mouvements internes aussi qui sont la natalité, l'accroissement, la fécondité. Alors donc, ce sont des pourcentages que vous allez voir et généralement, c'est bien étudié en santé publique. Nous avons les indicateurs démographiques, le taux de natalité, c'est-à-dire le nombre de naissances multiplié par 1000 sur la population totale. L'évolution du taux de natalité en Côte d'Ivoire, il faut dire que les données nous disent que 2013, nous avons un 37. Les données sont surcitées ici et on va donner exactement l'évolution du taux. Donnée la plus élevée, c'est 1961 et donnée la plus faible, c'est 2013. Donc, les indicateurs démographiques, c'est le taux d'accroissement, nombre de naissances par an, nombre de décès de la même année, la population, la multiplié par 100 sur la population totale au milieu de la même année. Donc, on va par exemple dire nombre de naissances par an, c'est-à-dire on va faire la population totale de 2022. Et donc, on va diviser la population par 2. Je disais tantôt que c'est plus développé en santé publique. Toujours dans les indicateurs démographiques, nous avons le taux de fécondité par âge qui est égal au taux de... Et il y a le taux de fécondité spécifique. Donc, c'est le nombre de naissances pour femmes âgées sur le nombre de femmes âgées multiplié par 1000. Donc, si c'est spécifique, on peut calculer le taux de fécondité des femmes. Voilà. Nous avons aussi les indicateurs sanitaires, le taux de mortalité maternelle, le nombre de décès maternels multiplié par 100 000 sur le nombre total de naissances vivantes. Le taux de mortalité infantile, c'est le nombre de décès d'enfants de moins de 1 an, divisé par 1000 sur la population totale. Le taux d'avortement, c'est le nombre d'avortements, divisé par 1000 sur le nombre de naissances vivantes. Et quels sont les décès? Qu'est-ce qui fait qu'on a des décès maternels? Il faut dire que ici, c'est un peu les cours de SONU, mais il faut donner le contexte. Alors, les décès maternels sont en rapport avec. Ils sont en rapport avec la grossesse. On a au cours du travail, ensuite de couche, suite à un avortement, suite à une hémorragie, suite à une toxémie gravidique, suite à une infection ou des accidents anesthésiques, cause obstétricale directe. Nous avons soit une maladie préexistante ou apparue au cours de la grossesse sans qu'elle soit
due à des causes obstétricales directes, mais qui a été aggravée par les effets physiologiques de la grossesse. Donc, je voulais dire que ces événements-là peuvent vraiment, faucher la vie à une femme. Et donc, c'est pour cela on va vous parler plus tard de planification familiale, parce que effectivement, quand tout ça arrive, on peut vraiment réduire les problèmes qui arrivent chez les femmes. Alors, quels sont les indicateurs socio-économiques et culturels? Il y a la scolarisation basse par manque de ressources, le taux élevé d'enfants abandonnés, mauvais sévrage des enfants par manque de moyens, augmentation de la précocité des rapports sexuels hors mariage. Nous avons aussi le nombre élevé des mères célibataires, abandon de l'allaitement maternel avant 1 an, nombre élevé d'enfants malnutris. Quelles sont les conséquences d'une démographie galopante? Besoin d'éducation, population jeune et nombreuse implique de grands besoins d'éducation. Les besoins en infrastructures sont élevés. Les filles sont sacrifiées au profit des garçons. Au niveau de l'emploi, le taux de chômage est élevé et les femmes sont au poste de subalterne et dans le secteur informel. En ce qui concerne la santé, on a une fécondité non réfléchie qui entraîne des conséquences graves pour les femmes. Donc, il y a les grossesses trop précoces, les grossesses nombreuses, les grossesses trop rapprochées, les grossesses trop tardives. On appelle souvent dans le vocable la loi des 4 trop. Il y a la morbidité et mortalité élevée. On a 543 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Selon en 2005, il faut dire que bon, le taux a régressé. Conséquence d'une démographie galopante aussi, il y a l'environnement. Il y a la pression démographique qui menace l'environnement et cela entraîne une surexploitation dangereuse des ressources et des énergies. Nous avons aussi les habitats. La croissance démographique entraîne la déforestation et l'exode rural avec pour conséquence le développement des habitats précaires en ville, exacerbant la pauvreté, le chômage. Vous voyez, actuellement, il pleut et vous comprenez que vraiment ce problème-là est très, très important. Et quand vous allez arriver, souvent, c'est des familles qui vivent dans des conditions précaires, c'est vrai, mais dans une chambre. Et quand il y a une inondation, c'est peut-être 5-6 personnes qui périssent. Sur le plan économique, les économies nouvelles, nous avons la croissance de la population qui est beaucoup plus rapide que la croissance des ressources. Avec la baisse du produit intérieur brut, l'État éprouve des difficultés pour faire face à ces charges classiques, c'est-à-dire éducation, santé, nourriture. Il y a toujours, voilà ça. Vraiment, c'est ce qui permet à quelqu'un d'exister. Alors, devant toutes ces indications sombres, dans la plupart des pays, une des solutions qui s'offre à nous est la planification familiale, qui est l'ensemble des moyens mis à la disposition des individus et des couples pour leur permettre d'assurer une sexualité responsable, d'éviter des grossesses non désirées, d'espacer les naissances, de déterminer la taille souhaitée de leur famille. Donc, on peut vous poser la question, la planification familiale, c'est d'espacer les naissances. Ça, c'est faux. Non, 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 non. La planification familiale, ce n'est pas espacer les enfants, les naissances. Mais l'espacement d'enfants fait partie des moyens pour une bonne planification familiale. Donc, il y a déterminer la taille souhaitée de la famille. Il y a aussi éviter les grossesses non désirées et assurer une sexualité responsable. Alors, quels sont les avantages ou les bienfaits de la planification familiale? Nous avons 4 avantages. Avantages sanitaires, avantages socio-économiques, avantages démographiques, avantages environnementaux. Ok. Nous continuons pour parler des avantages. Pour ce qui concerne les avantages sanitaires, il y a la réduction de la mortalité, de la morbidité maternelle, périnatale et infantile. Il y a la réduction des complications dues à la grossesse et à l'accouchement. Il y a la prévention des grossesses à risque, amélioration de l'état nutritionnel de l'enfant et de la mère, ainsi que de la famille. Pour ce qui concerne les avantages socio-économiques, il y a une meilleure préparation à la vie familiale, il y a une amélioration de la qualité de vie, il y a une disponibilité du couple sur le plan sexuel,
Il y a la libération de la femme pour réaliser les tâches ménagères lucratives. Il y a l'accès à l'éducation pour les enfants. Il y a la diminution de la délinquance juvénile. Quels sont les avantages démographiques établissement d'un bon équilibre entre population et ressources? Pour ce qui concerne les avantages environnementaux, nous avons une bonne hygiène de l'environnement et l'exploitation rationnelle de l'environnement. La composante de la planification familiale, nous avons l'IEC, c'est-à-dire au niveau de qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'IEC, c'est-à-dire informer, éduquer, communiquer, la communication pour le changement de comportement. Il y a la contraception, il y a la lutte contre l'infertilité, l'infécondité, il y a la lutte contre les IST, VIH-Sida. Donc, vous voyez, ce n'est pas une affaire de contre la conception, mais c'est un élément, c'est-à-dire la planification familiale. La contraception fait partie, c'est un élément. La lutte contre l'infécondité, parce que dans le cadre de la contraception, dans le cadre de la planification familiale, par exemple, on va constater que une personne a des problèmes, par exemple, la femme, elle a un cycle anovulatoire, ou bien l'homme, il a des spermatozoïdes en mauvais état. Et ça, la planification familiale nous permet de résoudre certains problèmes de santé. Quels sont les obstacles à la planification familiale? Ça, 3 types d'obstacles. Nous avons les obstacles socio-culturels, les obstacles économiques, les obstacles institutionnels. Pour ce qui concerne les obstacles socio-culturels, nous avons les coutumes. Chez nous, on ne fait pas ci, chez nous, on ne fait pas ça. Quand tu prends un médicament, ça est dans la main de l'enfant. Le manque d'information. Personne, on s'informe dans la rue. Des fois, c'est au marché. Le manque de communication. On demande à personne, on ne demande pas d'avis. On est dans son coin. L'ignorance, on ne sait rien. Les questions sexuelles considérées comme tabou. Et ça, malheureusement, ça est toujours dans nos mœurs, ça est dans nos familles. Vous n'allez pas voir un père, sa femme parler à leurs enfants de sexualité. L'analphabétisme, l'inconscience, l'effet de mode. Oui, ma copine, elle a un gars, moi aussi, on a le même âge, moi aussi, je veux faire aussi. Il y a aussi ce qui concerne les obstacles économiques. Il y a coût des services de planification familiale, manque ou insuffisance de moyens financiers. Pour l'institution, il y a absence ou insuffisance de centres de planification familiale. Imaginez, vous êtes à Papara et que vous devez venir à Korogo, ça devient compliqué. Autant ne pas prendre de produits contraceptifs. Insuffisance de personnel qualifié. Vous allez voir, quand on va parler du DU, on dit que le DU a besoin d'un personnel qualifié. Or, c'est des méthodes à longue durée d'action. Donc, quand le personnel est qualifié, vraiment, c'est intéressant. Bon, vous avez ici des cas cliniques que vous pourrez traiter et par la suite. Vraiment, je vous remercie pour votre aimable écoute.